Module, nous allons maintenant aborder la question des méthodes de vote, puisqu'il y a un aspect matériel dans l'organisation de cette séquence du budget participatif qui est importante, et on va regarder les différents détails dans cette organisation. Alors, pour commencer, je voudrais vous montrer deux photos dans un lycée. Donc, en fait, ce sont deux lycées différents dans le cadre d'un budget participatif des lycées en Nord-Pas-de-Calais, où vous allez voir cette photo où on voit un élève voter, donc il est tout seul dans cette salle qui sert de bureau de vote, où vous voyez l'ensemble des projets qui sont disposés. Donc chaque urne correspond à un projet. Et puis vous voyez dans la photo suivante quelque chose d'assez similaire, un élève voté avec des urnes, là sous la forme de carton. Ce qui est important de remarquer dans ces deux photos, c'est l'aspect visuel qui est totalement différent. Et en France, on est habitué à bien sûr avoir des urnes transparentes, mais dans le cas des budgets participatifs, ça pose un souci, puisque l'élève qui va voter, lorsqu'il rentre dans le bureau de vote, va pouvoir voir quelle urne est plus remplie et, par rapport aux autres, et ça peut inciter l'élève à préférer une urne bien remplie plutôt que voter pour une urne, enfin pour un projet en mettant un bulletin dans une urne où il n'y a quasiment pas de bulletin. Donc ça peut avoir une influence décisive sur les résultats en aspirant les votes pour les projets qui sont déjà visiblement préférés. Pour contrebalancer ça, pour éviter que ça puisse se passer, là, même si visuellement c'est un peu moins esthétique, les urnes en carton, pour le coup, ont l'avantage d'éviter de connaître les préférences de toutes les personnes qui ont voté avant et donc de permettre une meilleure fiabilité du vote. Et donc, cette question-là, au-delà de l'aspect purement visuel et esthétique, est importante puisque ça nous envoie vers les questions de légitimité du vote. Avec le vote, on cherche à avoir un nouveau poids pour les décisions qui sont dépendantes du nombre de voix à attribuer à chaque projet. Et cette question de la fiabilité est importante, parce qu'il faut qu'on puisse bien prouver que ce nombre de voix est juste, qu'il n'y a pas eu de fraude, par exemple. Et c'est une question importante, puisque déjà, il y a eu des occasions, des histoires de fraude, notamment en 2014 à Guimarães, au Portugal, où une ville a vu passer le nombre de votants de 3 000 à quasiment 42 000 votants à la fin de l'année suivante. Et donc ils sont étonnés en disant bon, excellente campagne de communication, ou plutôt problème informatique. Après enquête, il s'avérait qu'en fait c'était une fraude qui avait été organisée où un certain nombre de personnes avaient réussi à faire voter des personnes qui, au contraire, n'avaient pas souhaité voter. Et donc c'est le fait de s'engouffrer dans une faille informatique pour permettre de changer les résultats de manière illégale. Donc, suite à ça, le scrutin a été annulé et donc du coup, ils ont dû refaire un deuxième vote en évitant cette fraude. C'est une question importante et en France, nous le verrons, il y a peu de dispositifs qui permettent véritablement de contrôler ne serait-ce que l'identité des personnes pour éviter qu'une personne puisse voter à deux endroits différents deux fois. Donc c'est une question importante et nous y reviendrons. Un autre aspect sur la question de la légitimité découle d'une question simple. Qu'est-ce qu'une majorité politique? En fait, vous avez peut-être déjà entendu parler du paradoxe de Condorcet qui a trait à la question de l'agrégation des préférences. Si on prend par exemple un certain nombre de personnes qui doivent choisir entre des options A, B ou C, non pas en décidant, en se prononçant pour une seule option, mais en ordonnant, par ordre de préférence, les différentes options. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, 23 votants vont vouloir préférer A à B et B à C. 17 B à C et C à A, et ainsi de suite. Pourtant, en termes de résultats, c'est de voir que 33 votants vont préférer A contre B, mais 27 contre
vont préférer B à A. Au final, on a une sorte de contradiction interne, donc une absence de transitivité des votes, où on a A qui est supérieur à B, C qui est supérieur à A. Et donc, on se retrouve dans une situation paradoxale où il est possible de désigner un gagnant, ce qu'on appelle le gagnant de Condorcet dans ce genre de type d'ordonnement des gagnants. Donc, quand on a des bulletins qui servent à classer les candidats, on doit avoir une règle précise dans ce type de vote par préférence où, de manière obligatoire, on doit trouver un gagnant Condorcet, c'est-à-dire une personne doit se ressortir vainqueur de ce type de scrutin. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, et on va revenir sur un cas très précis, par exemple, où durant la campagne de 2007, donc il y a plus de 10 ans maintenant, des sondages indiquaient qu'au premier tour, Sarkozy battait avec 28%, Royal, qui battait elle-même avec 26%, Bayrou, qui lui obtenait 22%. Au second tour, on avait donc Sarkozy qui a battu Royal 52% contre 48%, mais si on avait organisé un autre second tour entre Bayrou et Sarkozy, c'était Bayrou qui gagnait avec 55%. Ce qui montre bien que ça peut être compliqué avec le scrutin préférentiel, parfois, de déterminer un gagnant. Tout dépend des règles. En fait, quand on regarde les bulletins de vote, on va avoir toute une multitude de bulletins de vote différentes. Pour le bulletin préférentiel, qui, comme vous le voyez en bas de cette diapositive, de classer un certain nombre de candidats, soit l'intégralité des candidats, soit un certain nombre de candidats parmi la liste, par ordre de préférence. Mais ce qui est important de vérifier, c'est que dans une seconde étape, on a la possibilité de comptabiliser les votes avec toute une série de méthodes. Ici, il y en a 3 qui sont listées, notamment la méthode Borda et la méthode Black. Mais en fait, il existe des dizaines de méthodes de vote pour comptabiliser les votes et les préférences de manière à bien désigner à chaque fois un gagnant de Condorcet. Une méthode relativement simple à organiser, par exemple, est tout simplement de donner à chaque bulletin, donc si on donne par exemple à chaque votant 3 bulletins, de donner une pondération différente, mais on va dire arbitraire, ou par exemple vous voyez ici sur cette diapositive les bulletins qui ont des bulletins de 2 points, des bulletins de 3 points et des bulletins de 5 points. Ce qui fait qu'en fait, lorsqu'on va voter, on va devoir mettre de manière obligatoire un bulletin avec un certain nombre de points pour un projet spécifique et répartir ces 2 autres bulletins sur 2 autres projets différents. De manière à, lorsqu'on compte, vous voyez que là, la personne de la mairie de Trofa qui est en train de compter les bulletins ne s'y perd pas, puisqu'elle peut s'y repérer par le code couleur qui est affecté à chaque bulletin avec une valeur de points différente. Et surtout, ça permet de calculer un certain nombre de points et de permettre une expression des préférences beaucoup plus large que lorsque c'est un bulletin, comme en France pour les élections législatives, où vous devez choisir qu'un seul candidat. Méthode qui existe évidemment, notamment le vote pondéré, et c'était le cas notamment dans les budgets participatifs des lycées, où on donnait 3 bulletins et on pouvait répartir les 3 bulletins comme on voulait. On pouvait les répartir, mettre 3 bulletins dans une même urne pour un seul projet, ou mettre un bulletin pour 3 projets différents, ou encore 2 bulletins pour un projet et un bulletin pour un dernier projet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vote pondéré, qui a un inconvénient stratégique, au-delà de sa flexibilité, c'est le fait de permettre le vote stratégique. C'est-à-dire que si vous voulez absolument privilégier un seul candidat, vous mettez tous vos points sur un candidat, et ça permet d'une certaine forme d'agréger sur un certain nombre de propositions, de renforcer, on va dire, ses convictions sur une seule proposition, alors que le vote préférentiel, comme on l'a vu, oblige les personnes qui votent à sélectionner un certain nombre d'options différentes et ne peut pas choisir qu'une seule option.
et doivent ordonner donc par préférence. Là, dans ce cas-là, on peut multiplier en fait les effets de lobbying et ça peut être problématique. Une autre manière de vote qui existe, qui est le vote par note, qui là aussi permet le vote stratégique. Le principe est relativement simple. Vous voyez sur ce bulletin un certain nombre de propositions. On est sur le bulletin de vote du budget participatif d'Édimbourg, en Écosse, où vous avez une description à la fois imagée et vous voyez le coût et une brève description de chaque projet. Et ensuite, on doit noter chaque projet de 1 à 5. Ce qui permet de donner là aussi une grande expression assez sensible en fait, de préférence sur les différents projets. En même temps, ça peut être aussi relativement long. S'il faut noter les 35 projets, comme c'était le cas l'an dernier à Édimbourg, ça peut mettre un certain temps. Et puis on peut se demander si, au bout de la 20e ou de la 30e préférence, voilà, si on n'est pas plutôt pressé de finir le formulaire plutôt que de donner une opinion sincère sur la validité et l'intérêt de chaque projet. Une autre variante de ce type de vote par note a été utilisée, comme on l'a vu par ailleurs, sur la question des votes en ligne avec ce genre de simulateur qui permet là, avec une réglette, de augmenter ou diminuer la portion du budget affectée à un certain nombre d'options de politique publique. Et là encore, c'est le même principe, on doit augmenter ou diminuer, et puis vous avez ce taux de variation qui est affecté en pourcentage. Une autre variante de ce type de vote par note où on doit noter l'ensemble des candidats a été expérimentée depuis quelques années et puis là a fait parler de lui depuis les élections présidentielles, c'est la question du jugement majoritaire. Alors ici, vous voyez dans ce graphique, notamment sur la partie de gauche, où les candidats Mélenchon et Hamon récoltent non seulement les mentions très bien et les mentions bien. Et en fait, peu importe la question de la représentativité de cet exemple précis qui n'était pas fondé sur un sondage aléatoire mais sur des volontaires, on voit bien qu'en additionnant les mentions très bien et bien, on atteint la barre des 50% pour Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas le cas des autres candidats. Alors c'est une méthode très intéressante à utiliser. On peut aussi l'utiliser en réunion publique en notant avec ce qui à une époque s'appelait le color vote, des post-it avec différentes couleurs, où du coup ça permet de visualiser de manière très rapide, en fonction des bulletins verts ou des bulletins jaunes et des bulletins rouges, quelles sont les différentes options qui entraînent un consensus assez large, ou au contraire les propositions qui entraînent des réticences assez fortes du public. Là, pour le coup, avec le jugement majoritaire, on va bien au-delà de ces trois options de post-it rouge, jaune et vert, mais avec différentes nuances, donc très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant, et à rejeter complètement, comme c'est le cas ici de Marine Le Pen sur cet exemple. Alors, une autre méthode de vote, c'est la question du vote par approbation. L'avantage du vote par approbation, c'est qu'on va, là encore, aller au-delà de l'expression, enfin du soutien à un seul candidat. Par contre, on peut très bien, selon les règles, mais là encore ça se discute, avoir un bulletin sur lequel on doit à tout prix choisir 5 ou 10 options parmi toute la liste, ou au contraire, et c'est le cas notamment à Paris, où on doit choisir jusqu'à 10 options, mais rien n'empêche de voter pour un seul candidat. Bon, de fait, dans les faits, notamment à Paris, on voit que la plupart des gens votent pour beaucoup plus de projets qu'un seul. Mais de fait, la règle n'empêche pas potentiellement un vote stratégique. Bien, mais quel est l'intérêt de ces méthodes de vote? Laquelle choisir? Vous devriez peut-être être un peu perdu à ce stade. Ce qui est important, c'est de se dire que, en fonction de la méthode de vote que vous choisissez, vous n'aurez pas la même majorité politique parce que les résultats, notamment les gagnants, ne seront pas les mêmes. Et donc,
en fonction des résultats d'une étude qui avait été faite en 2007, mais qui a été renouvelée en 2012 et en 2017 sur l'usage de méthodes de vote alternatives dans des bureaux de vote à l'occasion des élections présidentielles. Là, vous voyez dans ce tableau assez clair que lorsque le bulletin officiel, les résultats officiels du bureau de vote donnaient Nicolas Sarkozy gagnant, alors que sur les scrutins expérimentaux, mais qui a été organisé dans le même bureau de vote et où 90% des votants ont participé, vous voyez que là, pour le coup, c'est François Bayrou qui arrive premier, à la fois avec le vote par approbation et le vote par note. Et puis, si vous regardez la liste des candidats suivants, enfin de l'ordonnancement des candidats suivants, vous voyez que la liste est différente, ce qui confirme bien qu'en fonction des méthodes de vote, les résultats sont différents. Méthode choisir, c'est compliqué puisque le théorème d'Arrow dit qu'en fait, il n'existe aucune méthode de vote qui permet de respecter tous les critères d'intégrité pour un vote. Donc, parmi ces critères qui sont listés, vous avez par exemple la question de l'unanimité. Si un candidat est préféré par la totalité des votants, alors il devrait être le gagnant. Et vous avez un certain nombre de choses, de ces critères-là, que vous pouvez retrouver, mais qui ne sont pas essentiels ici. Ce qui est important, c'est de se dire qu'aucun dispositif de vote ne respecte l'intégralité de ces critères. Et que du coup, il va falloir, lorsqu'on organise un budget participatif, choisir parmi cette panoplie de méthodes de vote, celle qui permet de permettre une expression à la fois différente et d'assurer une bonne fiabilité du vote et une bonne adéquation entre les expressions des gens et la manière dont ça se transforme concrètement dans l'acte de voter. C'est une problématique qui existe d'en plus et qui est compliquée puisque vous allez avoir en France un certain nombre de dispositifs qui organisent soit un bulletin de vote papier pour qu'on puisse voter avec des urnes dans un dispositif physique. Vous avez d'autres villes qui privilégient le tout numérique avec uniquement un vote virtuel. Et puis vous avez d'autres villes, et c'est le cas notamment à Paris, où on va voter à la fois avec une urne physique et à la fois avec son ordinateur. En tout cas, cette possibilité est laissée aux habitants. Et du coup, ça rend la chose complexe pour recouper, pour éviter qu'une personne qui vote en ligne ne vote pas en plus avec un bulletin papier. Il est donc recommandé en fait, de privilégier soit la méthode numérique qui permet, avec certaines conditions, de vérifier l'identité des personnes pour éviter qu'une personne puisse voter deux fois, mais c'est tout à fait, en termes de symbolique, très proche de ce qu'on peut demander pour un bureau de vote physique, mais par contre qui oblige à une certaine logistique compliquée d'organiser un certain nombre d'urnes avec des gens qui sont là pour vérifier que les gens ne viennent pas bourrer les urnes. Parmi les autres critères qui sont importants sur les choix de vote, c'est les catégories. On peut avoir des catégories différentes, notamment à Lisbonne, par exemple, on a des catégories de projets en fonction de leur coût. On peut avoir aussi la même enveloppe, voire que la dynamique de campagne ne sera pas du tout la même. Si on compare par exemple Brighton, où pour à peu près la même somme que Trofa, on a 17 projets vainqueurs, alors qu'à Trofa on en a 2, de fait ça veut dire que quand on a entre 20 et 25 000 euros à Trofa, c'est-à-dire qu'on a des projets qui sont entre 10 et 15 000 euros, alors qu'à Brighton on aura des projets où grosso modo chaque projet va toucher entre 500 et 1000 livres au maximum. Ce qui en termes de dynamique peut engager des mobilisations différentes. À Trofa, ce sera très très compétitif et ça oblige par contre à être clair que sur ces types de projets, c'est potentiellement un financement intégral, alors qu'à Brighton, puisqu'il y a beaucoup de gagnants mais avec des petites sommes, en fait c'est plus sur des projets qui sont beaucoup plus petits en termes d'envergure, mais aussi qui permettent, ce qui est très à la mode en Grande-Bretagne, de faire ce qu'on appelle le match funding, qui va devoir donc chercher, obliger les gagnants à trouver des financements complémentaires. Alors, on trouve aussi d'autres variantes, notamment au Portugal, avec sur la question de ce vote numérique ou de ce vote
papier ou des combinés, de voir qu'à Cascais a été aussi organisé ce type de vote. Donc Cascais est une ville à côté de Lisbonne, dans la banlieue de Lisbonne, de voir que on pouvait voter en faveur de certains projets, mais aussi, durant les dernières années, on a vu la possibilité de pouvoir voter contre des projets, de manière à pouvoir permettre l'expression d'un certain nombre, et aussi d'anticiper un certain nombre de conflits, pour voir que s'il y avait des projets qui passaient, qui étaient a priori, qui allaient gérer, entraîner des conflits de voisinage, le vote permettait de limiter cet aspect-là. Par ailleurs, à Lisbonne, on a cette question du vote par SMS, où là, pour le coup, c'est très compliqué de prouver qui vote derrière un SMS. Certes, on a la possibilité d'avoir un ou deux numéros, ce qui est toujours mieux que d'avoir 5 comptes de courrier électronique, mais en l'occurrence, à Lisbonne, on pouvait très bien appeler toute sa famille, où qu'on soit dans le pays, pour voter spécifiquement pour un projet. C'était le cas il y a quelques années avec la statue du fondateur de l'équipe de foot de Benfica, qui du coup s'est retrouvé financé par le budget participatif. Et on peut imaginer que la plupart des votants n'étaient pas forcément des habitants de Lisbonne.